Oh. 98.1. Québec. Depuis 25 ans. Et pour encore longtemps, à Québec, c'est Radio X. Radio X. Faites-vous votre propre opinion. Jeff Fillion. 3, 2, 1. Radio X. Est-ce que Miguel est prêt? Miguel est avec nous autres. Miguel est de l'Institut économique de Montréal. Miguel Ouellette, t'es salué, Miguel. C'est bon parce que Éric Duhaime va présenter des candidats dans quelques minutes dans la région de Québec. C'est tout du monde que je connais et que je pense que, en tout cas, c'est tous des très, 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 très bons candidats pour Éric Duhaime. Et ça va être le cœur, puis je t'embarque pas là-dedans. L'Institut économique de Montréal est indépendante au niveau politique, j'imagine. Mais c'est que Éric Duhaime va faire de son programme à la prochaine élection, il va faire en fait de son plan sur la santé, ce sera le cœur de son programme électoral. Et veut pas. Je sais qu'il y a plusieurs choses. Puis les deux sujets qu'on parle ce midi, je pense que ça va être au cœur de la prochaine élection, c'est-à-dire de complètement reformer la santé de A à Z, d'introduire du privé, mais également qu'est-ce que les gouvernements peuvent faire pour arranger le fiasco qu'ils ont créé au niveau économique pour l'inflation et tout. Commençons par la santé. Qu'est-ce que l'Institut économique voit? Qu'est-ce qui est réalisable avec la tonne de syndicats que nous avons à travers le réseau, puis je dirais la machine que nous avons? On a un peu de misère à croire que nous pouvons sauver ce système-là d'une manière ou d'une autre. Ben effectivement, en tout cas, pas sans le réformer, ça c'est sûr. Puis en ce moment, on a le gouvernement qui nous parle de refondation du système de santé. Quand même, Jeff, utiliser le mot refondation, là, ça veut pas dire que tu changes les fenêtres quand il y a un problème dans la fondation. Là. Ça veut dire vraiment là, tu changes toute la fondation du système. Fait que j'ai bien hâte de voir, est-ce qu'ils vont vraiment arriver avec une refonte du système? Est-ce qu'ils vont dire, on veut avoir plus d'entrepreneurs en santé, on veut que des établissements soient gérés par le privé? Parce que ça, Jeff, ça serait une refonte. Mais tout ce qui est, par exemple, passer de fax à dossier électronique, même si c'est 100% nécessaire, c'est pas une refondation. Puis là, j'ai bien hâte de voir c'est quoi leur plan de refondation. Puis je pense qu'il y a une chose, Jeff, qu'on parle pas assez en ce moment, c'est le nombre de médecins au Québec. Au Québec, en ce moment, il manque de médecins. Il n'y a pas assez de médecins par personne, on le sait. Puis j'ai été voir un peu les quotas de médecine. Là. Puis pour nos auditeurs, là, les quotas de médecine, c'est que présentement, dans les facultés de médecine au Québec, ben là, il y a des quotas où ce qu'on dit, on va seulement admettre, par exemple, 900 étudiants à travers la province cette année au Québec. On limite le nombre d'étudiants qui rentrent dans nos facultés de médecine à la place de faire confiance à nos universités puis aux étudiants puis de dire, bon, ben peut-être que cette année, les universités vont dire, non, nous, on a 1250 places à la place de 900. Fait que ça, les quotas, il faut que ça tombe, il faut que ça soit éliminé. Oui. Puis j'imagine un meeting, Jeff, là, de fonctionnaires ensemble. Est-ce que ça doit être 927 médecins cette année ou 933 médecins? Voyons donc, pourquoi on s'écœure avec des s'il y en manque, je comprends que si on en a trop, il y a peut-être une réflexion à faire à ce niveau-là, mais quand il en manque, ah ouais. Puis surtout que, tu sais, moi, je suis mes enfants sont dans ces âges-là, des jeunes qui ont des notes incroyables, des cotes R extraordinaires, puis qui pourraient être médecins, puis qui rêvent d'être médecins, puis qui se font refuser. Il y en a beaucoup, 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 puis ils se demandent peu pourquoi ça n'a pas marché. Pourtant, ils ont tout ce qu'il faut. Ben, c'est ça. C'est que c'est. La cotère maintenant en médecine qu'il faut, là, des fois, ça frôle le 35. Une cotère de 35. Voyons donc, il y en a peu qui ont ça. Puis je pense qu'on devrait laisser la chance à plus de jeunes d'essayer d'être en médecine. Puis écoute, si c'est trop difficile pendant le programme, puis lâche le programme, ils vont débarquer. Au moins. Ben c'est ça, au moins ils vont débarquer puis au moins on va leur avoir donné la chance parce que ça se peut que au cégep là que tu sois pas trop sérieux, tu sois un peu immature, mais que tu arrives à l'université puis toi tu veux être un bon docteur puis que tu es prêt à faire des efforts, à faire des sacrifices. Puis je pense qu'on ne laisse pas la chance aux gens au Québec en ce moment. On a une pénurie de médecins, c'est comme si on avait une pénurie de maisons puis on se disait on va pas en bâtir plus, voyons donc. Mais là c'est la même chose avec les médecins, on a une pénurie de médecins, il en faut plus là, tu sais. On n'en parle jamais de ça, tu as raison. Ben non, c'est ça, on n'en parle jamais. Fait que la refondation, je pense qu'il faut que ça passe par là. Puis si on n'est pas prêt à augmenter le nombre de médecins parce que le collège des médecins est trop fort, ben je pense qu'il faut continuer à donner plus de pouvoir à nos infirmiers et infirmières, puis plus de pouvoir aux pharmaciens. Il faut donner du pouvoir à des gens qui en ont pas assez en ce moment parce que là, les médecins, j'en ai parlé à plusieurs, là, des médecins qui me disaient que juste en tâches administratives, ça représentait des fois jusqu'à 40% de leur temps.
C'est pas normal, oui. là. Il devrait avoir plus de support administratif, puis écrire des prescriptions. Je veux dire, des pharmaciens, ça a étudié longtemps aussi là-dedans, sont capables d'écrire des prescriptions. Fait que je pense qu'au Québec, on a vraiment, là, il faut brasser des idées. Il y a un paquet de fois qu'on doit voir des médecins, entre autres, pour un renouvellement de pilules qu'on a besoin. Jamais on devrait... Juste... les gens à la pharmacie, ils ont eu la formation. La fille à Jerry vient d'être graduée pharmacienne. Elle a travaillé comme ça se peut pas. Puis du stress. Puis regarde, elle est pas loin d'être médecin, ta fille Jerry, là, on va se le dire. Là. Elle est à ça d'être médecin. Elle est vraiment proche. Même Jeff, je la connais pas ta fille Jerry, mais je vais aller plus loin que ça. Puis j'enlève absolument rien au médecin de famille. Mais un pharmacien qui a passé des années et des années à étudier la pharmacologie, les médicaments, il est spécialisé là-dedans. Fait que c'est sûr qu'il en connaît un peu plus parfois que les médecins de famille. Oui. Puis ça veut pas dire que les médecins de famille en connaissent pas, mais si tu passes 5 ans à étudier un médicament, ben t'en connais plus que quelqu'un qui a passé. C'est ça. Exact. Fait que je pense qu'il faut faire plus de place à eux, là. J'ai de l'info parce que t'as soulevé quelques points. Tu te demandais qu'est-ce qu'ils font. Ben, ce que j'ai su en passant, là, regarde, je sais qu'avec l'histoire de l'Ukraine et tout, là, il y a des affaires qui ont comme débarqué. C'est peut-être la fin de la COVID, là, mais la preuve que c'est la fin de la COVID, de ce que j'ai comme info, on a vu la madame hier arriver, là, qui a comme qui a shaké le temple un peu. Là. Elle avait pas l'air de la madame la plus dynamique au monde, mais finalement, c'est elle que ça aurait pris peut-être au début de la pandémie. On va enlever on enlèverait les masques. On enlèverait... en fait, non, pas les masques. Le passeport vaccinal serait enlevé au complet au retour de... tu sais, partout, on dit, on va l'enlever là, on va le laisser là dans les restaurants. Là. Ça serait enlevé au complet après la relâche. OK? Je sais qu'il y a des semaines de relâche. Là. Il y a 2 semaines de relâche. C'est l'info que j'ai à l'intérieur de la machine genre de à la partir CAQ. du 14 mars, genre. Ouais, ben je sais pas si la relâche, il y en a une le 14 mars jusqu'au 21. Là, j'ai pas la date exacte. Là, souvent, il y a des places que c'est pas la même date. Là, mais mettons le 14, je pense que ça a de l'allure. Et l'autre affaire... Jeff, oui. Rassure-moi, tu t'es pas fait pogner là, la semaine de relâche 2022, là, pas 23. Là. Non, 2022. Là, regarde, je pense qu'ils sont en train de se rendre compte qu'ils sont... écoute, sont en mode déjà... Ce qu'on me dit, c'est full élection. Donc, ils veulent se faire aimer. Et c'est l'autre point que je veux t'amener sur ce que tu as dit, c'est que en ce moment, ça travaillerait à l'intérieur de la CAQ sur le plan, parce qu'ils savent que la campagne électorale va jouer là-dessus. Ils commencent à aller à voir Éric Duhaime dans leur patente. Et semble-t-il que ce serait, en tout cas, ce qu'ils veulent faire, c'est carrément copier le système que Éric Duhaime parle depuis quelques semaines. Arrête. C'est-à-dire un mélange de privé et de public. Il y aurait je te vous dis pas que c'est coulé, je vous dis qu'en ce moment, ça jase de vouloir copier pour couper l'herbe sur le pied de Éric Duhaime. Donc, est-ce qu'il le ferait après l'élection? Ça, ce serait pas la première fois de l'histoire que ça arriverait puis que finalement, il ferait des frais d'ampel après, là. Mais c'est ce qui se parle en ce moment. Hey, Miguel, l'autre point important que les gens parlent au bout et qui fait sauter les textos à chaque fois qu'on en parle, le coût de la vie. On sait qui est responsable. On n'est pas certain qu'on veut donner à ces mêmes gens-là les solutions pour le régler parce qu'ils risquent de l'empirer. Qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment? Qu'est-ce qui va nous arriver? Parce que sincèrement, oui, on est inquiet de ce qui se passe aujourd'hui, mais je pense que le monde est inquiet en général sur leurs finances personnelles, voire le coût de la vie qui explose. C'est vraiment, en tout cas, pour beaucoup de monde, toi qui est encore plus jeune que moi, c'est une première. Nous autres, on a vu ça, Jerry, on était assez jeune dans les années 80. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que les gens qui l'ont créé peuvent l'arranger? Regarde, toutes ces questions-là, ben, j'ai hâte d'entendre tes réponses, Miguel. Ben effectivement, tu sais, il y a plusieurs facteurs en ce moment qui expliquent l'inflation. C'est sûr, il y a les perturbations des chaînes d'approvisionnement un peu partout dans le monde qui créent de la rareté. Fait que ça, ben ça fait hausser les prix. Quand les mesures sanitaires vont tomber, je pense que c'est un problème qui va se résorber. Donc, j'estime que c'est assez temporaire comme problème. Toutefois, tout l'argent qui a été imprimé pendant la pandémie, je pense que ça, ben ça a été imprimé. Fait qu'il y a eu un effet inflationniste, ça c'est certain. Mais moi, j'aimerais ça qu'on regarde plutôt le futur, parce qu'en ce moment, on le sait, le budget provincial va être déposé en mars. Fait que là, on le sait que monsieur, madame, tout le monde ont de la misère à joindre les deux bouts. Puis je pense qu'en ce moment, le gouvernement devrait regarder ça, puis dans son plan, dans son budget, il devrait se dire, je devrais faire attention à ne pas encore plus hausser l'inflation, puis
quand je regarde un programme économique nationaliste, là, de tout produire au Québec, d'essayer de maximiser nos exportations, qu'on veut que les tomates, les concombres, puis sûrement bientôt que les bananes aussi soient produites au Québec, ça, pour moi, ça sonne avec inflation. Parce que là, en ce moment, c'est à 5,1 % l'inflation, puis sur l'alimentation, des fois, c'est plus, sur l'essence, c'est plus. Fait que si on commence à toujours rajouter des taxes et en plus à faire en sorte que tout soit produit au Québec, bien, ça va coûter de plus en plus cher, puis on n'est plus capable de payer, Jeff. Fait que là, un moment donné, il faudra que le gouvernement se réveille puis se dise, regarde, est-ce qu'il y a moyen de faire en sorte de ne pas stimuler l'inflation? Puis moi, ma réponse, c'est oui. Puis ça passe par la rigueur budgétaire. Ça, je parle surtout à Ottawa. Puis ici, au Québec, c'est de freiner les élans nationalistes là en termes d'économie, puis de se dire, regarde, ça se peut qu'il y ait des pays plus spécialisés que nous pour produire tel bien, puis c'est correct, puis on devrait leur laisser produire. Puis ici, au Québec, on s'occupe des affaires qu'on est vraiment spécialisés, puis c'est de même qu'on va s'en sortir, parce que si on continue à mettre de la pression, bien, les gens seront plus capables de payer, là. Il y a aussi la main-d'œuvre. Veux pas, parce que, tu sais, je regarde, mettons, un restaurateur. Moi, je suis très, très, très inquiet pour les restaurateurs. Puis Jerry, qui est un restaurateur, est très inquiet pour les restaurateurs parce que lui, il y a un lien qui de cœur avec ces gens-là. Tu sais, à long terme, je veux dire, c'est une business qui ne pourra pas toffer, en tout cas, pas le nombre qu'on voit, puis pas la diversité qu'on voit, parce que là, les gens sont obligés. Tu sais, je voyais cette semaine le sondage à travers le Canada, 46% des gens ont coupé leur nombre de visites qu'ils font au restaurant parce que c'est trop dispendieux. Mais les autres, ils se font rentrer dedans de tous les bords. C'est-à-dire que celui qui livre te charge plus cher parce que le chauffeur dans le camion, ils ont de la misère à en avoir, le gaz coûte cher. Celui qui te donne le saumon, le steak, la salade, tout le monde charge plus cher. Et quand il arrive dans sa cuisine, le cuisinier est rendu à 25-30 piastres, la personne qui lave les assiettes et les ustensiles gagne 22 $. Donc ça pète de partout cette affaire-là. Et on parle beaucoup d'immigration, puis moi je suis pro-immigration, pas à peu près, on a besoin d'aide, mais malheureusement on veut tellement parce qu'on a un côté très 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 spécial, nous. On veut une certaine immigration. On veut, ça c'est un peu gênant de le dire, là, mais c'est ce que nous voulons, là. C'est dur de comprendre que on fait la leçon à tout le monde à peu près sur un paquet de choses, le racisme, le ci, le ça, mais nous, on veut qu'une sorte d'immigration des gens qui s'expriment en français. Et ça, ça nous amène un choix très restreint dans les immigrants. Puis puis je sais, il y a des cette semaine j'en ai parlé, puis il y a des gens qui m'ont écrit des gens qui en ont des immigrants. Ils me disent le problème c'est que on est limité, puis on se contente d'immigrants. J'ai de la misère à l'exprimer là, mais c'est des immigrants qui arrivent ici sans formation, sans grande volonté de se surpasser. Puis qui finalement t'offre pas. OK, je vais le dire de même, là. Je pense que vous comprenez entre les lignes ce que je veux dire. Les autres, mettons, en Amérique du Sud, on sait qu'on est capable d'aller en chercher, ils sont travaillants. Ouais, oui, des fois, ils tournent les coins ronds un peu, mais on a besoin, ils travaillent des heures et des heures. Ils veulent, puis ils veulent améliorer leur sort à eux, ils veulent envoyer un chèque de temps en temps à leur famille là-bas. Donc, ils veulent. Là, actuellement, parce qu'on limite, on se ramasse avec des immigrants qui, eux, veulent un peu moins, puis ça aide personne. Donc ça aussi, il va falloir ouvrir, parce que sinon, nos entreprises vont être dans le trouble. Ben c'est sûr. Puis tu sais, les critères de sélection, tu l'as dit. Regarde, si on regarde pour les syndicats, la maudite ancienneté par rapport à la compétence, ben on sait ce que ça fait. C'est la même chose en immigration. Je pense qu'il faut miser sur la compétence, il faut miser sur ce qu'on a besoin. Puis nos entreprises savent c'est quoi qu'ils ont besoin. C'est elles les mieux placées. C'est les entrepreneurs qui sont sur le plancher des vaches, qui savent qu'est-ce qu'ils ont besoin en termes de main-d'œuvre. Puis en ce moment, tu l'as dit, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Là, les entrepreneurs, ils peuvent pas juste hausser les salaires sans arrêt, parce qu'en ce moment, on le sait, puis Jerry, tu le sais mieux que moi, la marge de profit en restauration est relativement mince, puis on mise souvent sur le volume. Exactement. Très mince. Fait que là, si tu as les taxes d'un bord qui augmentent, de l'autre côté, la main-d'œuvre, elle te coûte toujours plus cher. De l'autre côté, tu as des mesures sanitaires en plus qui viennent rapetisser ton volume. Là, ça marche plus, là. Fait que je pense que même après la pandémie, ça va être difficile pour plusieurs entrepreneurs, mais il faut que ça reprenne. Puis moi, qu'est-ce qui me fait le plus peur là-dedans, là, c'est qu'on a tellement
tellement écœuré nos entrepreneurs pendant la pandémie que j'ai peur que nos petits gars, nos petites filles aient plus le goût d'être des entrepreneurs. Parce que le Québec, on a besoin en tabarouette des entrepreneurs, puis on a besoin de gens qui veulent se lever tôt le matin pour venir nous livrer notre bouffe, pour venir nous faire nos meubles qu'on a besoin, puis tout ça. Fait que j'espère que ça sera pas un effet long terme, mais je pense que c'est sûr que c'en est un. Ben oui. Ça a découragé des gens d'affaires qui sont déjà là, puis t'as raison, les plus jeunes, c'est la relève de demain. J'espère qu'effectivement, en sachant que c'est parce que c'était une découverte pour nous autres, c'était un méchant coup de poing d'en face, de savoir que nos business peuvent être fermés par le gouvernement, que la police peut rentrer puis checker des affaires. On a découvert dans ces 2 dernières années-là des affaires qui disent mais dans quoi je me suis embarqué à avoir su, j'aurais été un fonctionnaire de l'État, j'aurais gagné tel salaire, j'aurais eu une sécurité d'emploi, COVID ou pas, je travaille, même qu'ils me donnent des avantages à me faire travailler chez nous, puis à 56 ans, je prends ma retraite. Ça, une maudite gang va penser de même, là. Puis on le voit en plus, on le voit en ce moment, là, tu sais, depuis le début de la pandémie et même avant la pandémie, il y a une pénurie de main-d'œuvre dans le secteur privé. Pendant ce temps-là, le secteur public est en mode j'engage des fonctionnaires. Comment ça? C'est encore, ça fait mal. 12% plus d'employés de l'État depuis que M. Legault est arrivé au pouvoir. 12%. Puis dans le secteur privé, ça bouge pas bien. Ça bouge zéro, il n'y a pas d'augmentation. Donc, puis vous savez qu'on a à peu près 500 000 employés du secteur public, donc ça inclut Hydro, les hôpitaux, toutes ces affaires-là. Donc, 12% de plus, vous voyez que c'est pas mal de monde. On parle de 60 000 personnes, probablement. Mais j'ai une question pour Miguel. Je veux revenir au début de l'entrevue. Tu sais, on parle de refonte complète du système de santé. Tout le monde le souhaite, là. On s'entend tout le monde le souhaite. Mais c'est quelle place dans le monde? Personne n'y croit, là. Non, mais c'est ça l'affaire. Ben, il y a là l'histoire. C'est quelle place dans le monde qui ont réussi à le faire? Et ceux qui ont Suède. OK, ceux qui ont réussi à le faire, ceux qui étaient sclérosés, puis qui ont changé du tout, ça a pris combien de temps? Tout faire. C'est-à-dire, mettre ça là d'une affaire qui marche pas à une affaire qui marche. Ça prend combien de temps faire ça? Ils ont fait ça combien de temps, eux? Ben regarde, il y a des pays dans le monde qui l'ont fait, puis justement, on a sorti un cahier de recherche sur 2 pays qui sont la Suède et le Royaume-Uni. Puis ces pays-là, ils l'ont fait, ils ont réussi à libéraliser leur système de santé. Ça a pris des années et des années. Puis le problème avec ça, Jerry, c'est que quand il y a un changement de gouvernement, parfois, il annulait une réforme. Puis après, il y a un autre changement de gouvernement qui disait non, on la voulait finalement, la réforme. Fait que oui, ça peut être compliqué, mais il faut de la volonté politique. Puis il y a des pays dans le monde qui ont été capables, parce qu'en Europe, c'est quasiment tout de même. Fait qu'au Québec, on devrait se fier à ça. Puis justement, ma collègue économiste, là, Maria Lélicha, qui l'a fait, cette étude-là, elle l'a vu comment ça a été difficile. Elle a écouté des discours de politiciens par rapport à ça. Puis je pense que c'est un chemin qui est sinueux, mais si on veut l'entreprendre, faudra se lever de bonne heure, là. Oui, ça prend du monde compétent, ça prend des gens courageux, ça prend des gens qui n'existent pas en politique, à moins que Éric Duhem le surprenne. Mais on peut espérer quoi? On peut espérer quoi? Un genre de 5 ans? Une décennie? C'est quoi le temps, là? Ben, je pense que ça peut prendre au moins une décennie, là, parce que ça dépend. Puis, tu sais, ça dépend c'est quoi qu'on veut changer. Si on veut passer pour le dossier médical électronique, ça, je pense que ça peut se faire rapidement. Lever l'interdiction pour l'assurance maladie duplicative, ça, je pense que ça peut se faire relativement rapidement. Mais là, commencer... C'est quoi l'assurance maladie duplicative? C'est quoi? Ben, c'est que les Québécois, en ce moment, on peut pas souscrire à une assurance privée là, qui couvre des soins qui sont déjà couverts par la RAMQ. Fait que ça, dans ces pays-là, mettons, toi, Jeff, je sais pas, il t'arrive une blessure ou de quoi de même, puis tu vas aller te faire soigner dans une clinique médicale, je sais pas moi, Lacroix à Québec. Ben, t'es pas couvert parce que ça, c'est déjà couvert dans la RAMQ. Mais avec une assurance privée, tu pourrais arriver puis dire, ben, je veux être couvert pour ça, même si la RAMQ, c'est déjà couvert. Fait que ça, tu sais, dans ces pays-là, en Suède, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Suisse, ben c'est quelque chose qui se passe. Puis je pense que c'est une des réformes qui fonctionne bien. Mais tu sais, le nombre de médecins, même si on disait demain, le quota à place que ça soit 900, ça va être 1500. Ça prend à peu près 8 ans à former des médecins. Fait que ça va être dans à peu près 8 ans qu'on va voir le changement. T'sais. Est-ce qu'on peut faire un recours collectif contre le gouvernement qui nous a fourré pendant 25 ans avec un système mirage, un genre de schème de Ponzi, où on a demandé des dizaines de milliers de dollars à chacune des familles qui payaient des impôts pour une assurance qui finalement n'existe pas? Eh ben là, faudra-tu le demander à tes avocats, Jeff?
Genre, j'avais juste le goût de le dire. La réponse n'est pas importante. Hey, merci, Miguel. Miguel Ouellette de l'Institut économique de Montréal. Après, c'est le vestiaire avec Max Truman, Gilbert Delorme et Les. Jeff Fillion. Radio X.